Depuis le 7 octobre 2023, le cours des choses au Proche-Orient s'est accéléré à un rythme qu'il nous est souvent difficile de suivre. Le spectre de la guerre se déplace et s'étend de Gaza au Liban, du Liban en Iran, et voilà que maintenant l'histoire se précipite en Syrie avec la chute spectaculaire du président Bachar al-Assad. Dimanche, des dizaines de Syriens sont entrés dans la résidence de l'ancien président. Elle a été pillée et la salle de réception du palais présidentiel, dans un autre quartier, a été incendiée. À travers la Syrie, des habitants ont déboulonné et piétiné des statues de Hafez al-Assad, le père du président Bachar al-Assad, qui avait instauré un régime brutal avant l'arrivée au pouvoir de son fils. Après quasiment 25 ans au pouvoir, Bachar al-Assad a été renversé en à peine 11 jours par une offensive menée par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham. À peine a-t-on le temps de voir les images terribles de la prison de Setnaya, dont sortent des milliers de détenus souvent emmurés vivants. À peine a-t-on le temps d'observer la liesse dans les rues de Damas et de s'interroger sur les soutiens étrangers des nouveaux maîtres du pays, que le grand jeu régional et international se rappelle à nous. Israël profite manifestement de la situation pour mener des centaines de frappes sur le territoire syrien afin d'affaiblir militairement et à l'avance le nouveau pouvoir. Toujours dans l'euphorie de la libération, les rebelles de l'armée nationale syrienne affiliée à la Turquie accentuent les attaques contre les forces kurdes dans le nord-est du pays. On se pose donc des questions. Qui tire les ficelles du chaos dans la région? Qui contrôle quoi? Est-ce que l'on assiste pour le meilleur et pour le pire à l'émergence de puissances régionales ayant chacune son propre agenda et dont certaines n'hésitent pas à tirer profit de la situation globale et même du martyre des Palestiniens pour pousser leurs pions? Avons-nous tout simplement affaire à un peuple qui se libère de manière principale? Nous avons besoin de clés de compréhension de cette situation inédite et ça tombe bien, nous pouvons compter pour ça sur Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po, auteur de L'Art de la paix chez Flammarion. C'est L'heure du monde n'a pas de centre sur le média qui, on le rappelle, est en pleine campagne de fin d'année, une campagne dont l'objet est tout simplement notre survie et notre développement. Si vous le pouvez, aller sur le mediatv.fr et soutenez-nous. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors, on me reproche souvent en commentaire, dans les vidéos sur YouTube par exemple, de faire trop d'analogies avec l'Afrique quand j'aborde d'autres endroits du monde. Mais ce qui se joue aujourd'hui en Syrie me fait penser à ce qu'on appelait, peut-être improprement, la guerre mondiale africaine après la chute du dictateur Mobutu, de la République démocratique du Congo, Zaïre, un renversement historique et en parallèle la présence d'un nombre impressionnant d'armées et de projections économiques concurrentes sur un pays stratégique. Est-ce que ce parallèle est douteux? Tous les parallèles sont douteux parce que toutes les situations sont spécifiques. Quand même, les peuples, ils existent en eux-mêmes et pas comme la copie conforme d'autres peuples et pire encore, comme étant des pantins articulés de l'extérieur. Il faut sortir à tout prix des facilités de la géopolitique qui nous présente le monde comme étant un ensemble de soldats de plomb que quelques oligarques manipuleraient. Les choses sont beaucoup plus compliquées, mais surtout il y a une réalité humaine, il y a une réalité sociale. Il y a une comparaison, moi, qui me tente plus que celle d'avec l'Afrique, parce que là, d'abord, le décalage chronologique est fort, et puis, quand même, les situations africaines sont des situations très particulière aussi, c'est la comparaison avec deux autres États arabes que sont l'Irak et la Libye, qui ont perdu leur dictateur. L'un en 2003, il s'agit de Saddam Hussein en Irak, et l'autre en 2011, il s'agit de Muammar Kadhafi en Libye. Et là, il faut voir que dans un cas comme dans l'autre, ceux qui ont essayé de manipuler et de faire ce qu'ils avaient envie de faire de l'étranger, de l'extérieur, n'ont pas réussi. Et donc, moi, c'est-à-dire, tu peux aller plus loin. C'est-à-dire que, rappelle-toi, les États-Unis avaient envoyé une sorte de gouverneur en Irak qui avait pour fonction de fabriquer la constitution irakienne, de faire ce fameux regime change, comme on disait à l'époque, de changer de régime. Bref, toute une série d'ingénieurs constitutionnalistes états-uniens qui devaient refaire
l'Irak. Et puis en fait, on ne l'a pas refaite du tout. Hein. Alors la Libye, c'est encore pire parce que là, on visait aussi l'établissement d'une démocratie en Libye. En fait, on a eu la guerre, on a eu une partition de fait, on a eu des affrontements terribles, des manipulations en tout genre, mais la situation est ce que nous savons qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement celle de la guerre civile permanente. Mais alors, dans les deux cas, c'est chaotique. Alors, oui et non. Alors, dans le cas libyen, ça, c'est le scénario le plus noir, c'est-à-dire effectivement un chaos absolu, 2 gouvernements au moins. Hein, parce qu'au sud de la Libye, il y a encore des zones d'autonomie, 2 gouvernements, celui d'Haftar et celui de Tripoli, c'est-à-dire celui de Tripoli à l'ouest et celui de Benghazi à l'est, qui se font la guerre hein, et qui luttent pour conquérir la totalité du pays. En Irak, c'est plus compliqué que ça. Et je ne veux pas jouer les prophètes parce que j'ai horreur d'écrire des horoscopes. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout dépend de la médiation que représente l'intellect et l'affect de tout un tas de dirigeants et puis aussi de ce que sera le comportement social du peuple syrien. Mais le scénario irakien est intéressant. C'est-à-dire, on a essayé plein de choses qui, manipulées de l'extérieur, ne marchaient pas beaucoup. Et on a vu se mettre en place à la place d'un État dictatorial et tyrannique qui était celui de Saddam Hussein, un État faible qui existait, hein, qui avait son gouvernement, ses institutions, mais qui, pour survivre, a dû concéder beaucoup d'autonomie à toute une série d'acteurs locaux, d'acteurs tribaux, d'acteurs communautaires. Et je me demande si ce qui est devant nous en Syrie ne ressemblera pas à cela. La Syrie est un pays très composite, c'est un pays où coexistent toute une série de minorités, d'une part, et où, d'autre part, le phénomène communautaire au plan local est extrêmement marqué. Et le point d'équilibre, qui est peut-être pas la pire des solutions ou le pire des scénarios, c'est un État syrien officiel qui sera plus ou moins reconnu et courtisé et manipulé par la communauté internationale, et face à lui, tout un ensemble d'autonomies locales. La première à suivre et à considérer, c'est les Kurdes qui occupent hein, et qui gouvernent le nord-est. Et qui sont quand même en ce moment bombardés. Hein. Oui, d'accord. Mais enfin, ils tiennent une partie respectable en surface de la Syrie, même si ce n'est pas ce que d'autres pourraient appeler la Syrie utile, c'est-à-dire l'axe, en gros, Damas, Alep et jusqu'à la côte méditerranéenne. Mais non seulement ils contrôlent une partie de la Syrie, mais ils ont des connexions extérieures. Ils sont soutenus notamment par les puissances occidentales et en premier lieu par les États-Unis. Ils sont évidemment surveillés, contrôlés et pourchassés par l'armée turque, mais ils représentent une communauté. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une existence, comme il y a un Kurdistan irakien qui n'a jamais été véritablement intégré au nouvel État irakien. Finalement, on vit sur un modèle d'équilibre entre ce Kurdistan irakien et le pouvoir central de Bagdad. C'est une des formules. Alors, ça s'est traduit institutionnellement en Irak par la mise en place d'un système fédéral ou fédéralisé, disons. Est-ce que la même chose se fera en Syrie? Nous verrons bien. Mais ce que je veux dire, et qui est essentiel, abandonnons les facilités, et je dirais les facilités un peu arrogantes de la géopolitique pour tout expliquer à propos d'un peuple, la manière dont il est manipulé et instrumentalisé par des puissances, et recentrons-nous sur la société syrienne, sur les Syriens réels, sur les Syriens vivants. Est-ce que tu crois que le mouvement que l'on appelle HTS ou HTC, ça dépend comment on l'écrit, c'est-à-dire Hayat Tahrir al-Sham, est-ce que tu crois que ce mouvement aurait pu entrer à Alep, puis à Hama,
puis à Homs, puis à Damas en si peu de temps, si il n'était qu'un pantin articulé par quelqu'un à l'extérieur ou quelques-uns à l'extérieur. Non, c'est parce que il représentait en tant que tahrir, c'est-à-dire en tant que libérateur, il représentait l'aspiration et l'attente profonde de la société syrienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et peut-être qu'il représente aussi un malentendu. C'est pour ça que je parlais du Congo, parce que tout le monde a accueilli les libérateurs en 1997 et en 1998, le pays était divisé en 4 parce que justement les parrains des libérateurs demandaient tous leur part du gâteau. C'est pour ça que je parle, c'est-à-dire on veut être libéré, mais qui nous libère et nous libère-t-il vraiment? C'est la question qu'il faut quand même se poser. Parce que quelles sont les projections de HTC et quelles sont les projections de ceux qui espèrent en HTC pour remodeler la scène régionale, même si c'est vain, même si c'est vaniteux, etc. Il y a quand même des capitales où on se frotte les mains ici et ailleurs. Oui, mais tout processus révolutionnaire a deux faces. La face de, je dirais, de rejet de l'ordre en place, qui crée une sorte de consensus entre des acteurs qui ne se ressemblent pas du tout, sauf qu'ils ont en commun la volonté de faire tomber un régime honni. Et puis, il y a ensuite l'exercice du pouvoir. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire, chacun sait qu'il n'y a pas une opposition syrienne, il y a des oppositions syriennes. Il est intéressant, significatif et important pour l'avenir que cette révolution syrienne actuelle soit portée par un mouvement d'extraction islamiste, voire djihadiste, comme on dit, mais il y a bien entendu beaucoup d'autres composantes, et des composantes qui souvent sont dans des situations d'opposition violente. Mais ça, c'est une banalité, nous le savons tous. Maintenant, le problème est que, je pense, efficacement, HTC a mis en place un gouvernement, celui de Mohamed Bachir, qui est le prolongement du gouvernement qui existait à Idlib. Donc c'est déjà une indication effectivement d'une voie privilégiée qui est celle d'un mouvement de type islamiste. Maintenant, comment sera-t-il accepté par la population? C'est la révolution 2.0. Et est-ce qu'il composera, est-ce qu'il sera obligé de composer ou est-ce qu'il sera rejeté? Ça, moi, bien malin est la personne qui peut nous l'expliquer aujourd'hui. Il faut suivre ce genre d'événement, mais ne commettons pas l'erreur de le suivre en ignorant tout ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie. Moi, j'ai été frappé, depuis le début de cette révolution, mars 2011, à quel point on parlait des manipulations de la Turquie, des États-Unis, d'Israël, de la Russie, de l'Iran, etc. Mais on ne parlait jamais de cette société syrienne qui est quand même une société en pleine mutation, parce que marquée par une urbanisation très forte, et on sait à quel point l'urbanisation transforme les comportements sociaux, crée de nouvelles attentes, de nouvelles valeurs, marquée aussi par des phénomènes climatiques dont on ne parle jamais, c'est-à-dire une sécheresse très forte qui a frappé notamment toute la partie orientale de la Syrie, qui a provoqué un déplacement très fort de populations jeunes qui ont servi généralement de base de mobilisation pour les mouvements qui prolongeaient en Syrie le printemps arabe, c'est-à-dire pour l'essor de cette révolution. C'est une population qui a souffert, qui a été humiliée de bien des points de vue. L'humiliation est un paramètre très important. C'est une population pauvre, c'est-à-dire une population dans laquelle plus de la majorité de la population est sous le seuil de pauvreté. Donc, tout ceci, ce sont les paramètres essentiels. Les manipulations que M. Netanyahou ou M. Poutine ou M. Biden ou M. Trump feront, c'est important, mais ce n'est pas cela qui nous permet de comprendre la profondeur de la situation syrienne actuelle. Alors, c'est une population aussi qui aujourd'hui, par la force des choses, a une forte diaspora. C'est-à-dire oui. Qu'il y a eu il y a des millions de Syriens, je pense, aujourd'hui à l'extérieur de la Syrie. Est-ce que ça change la donne? Alors, d'abord, et ça m'a beaucoup choqué, la première réaction des États européens occidentaux, c'est de dire « Ah ben maintenant, on va fermer le robinet ». C'est absolument extraordinaire. Il y a des événements spectaculaires
et je dirais tragiques, dans tous les sens du terme tragique, qui se produisent actuellement en Syrie. Réaction des Européens, ah ben maintenant on ne donne plus de permis à des réfugiés venant de Syrie, ce qui est quand même assez étonnant. Est-ce que les choses vont changer? Évidemment, cette population qui a quitté la Syrie au moment du printemps arabe et de la fameuse guerre civile syrienne, qui a été une des plus meurtrières, est une population qui va rentrer en Syrie pleine d'espoir, mais surtout de rancœur et de ressentiment face à quantité d'adversités qui les avaient conduits hors de leur pays. Ces personnes ne seront pas passives dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a déjà un flux de départ depuis la Syrie. Ceux qui ont peur d'être perçus comme des collaborateurs de l'ancien régime, ceux qui appartiennent à certaines minorités qui craignent, parce que le régime Assad, père et fils, avait aussi pour politique moitié malice, moitié conviction, puisque même étaient issus d'une minorité, de protéger les minorités. C'est-à-dire les minorités alaouites, mais aussi les minorités chrétiennes, mais aussi différentes minorités qui composent... les Druzes. Les Druzes, effectivement, les Ismaélis, enfin... et donc... toutes ces minorités sont dans l'angoisse actuellement, parce que le fantasme de l'islamisme, alors fantasme objectivement fondé ou subjectivement manipulé, c'est de dire, à partir du moment où on a affaire des mouvements islamistes djihadistes, ils vont mettre tout le monde aux normes, c'est-à-dire à un alignement sur le modèle sunnite dominant. Hein. On a vu ça quand même dans certains... On voit à Idlib. Ça s'est fait à Idlib. Donc, effectivement, il ne faut pas prendre à la légère ce comportement des minorités. Ceux-là vont sortir. Ils sont en train de sortir, en partie. Ceux qui restent vont probablement être aussi en situation de vigilance, voire de réaction. Tout ça est à suivre. Et effectivement, on va voir un renouvellement de la population syrienne qui va arriver ou demander le droit d'entrer en Europe. Alors, il y a quand même des capitales dans lesquelles on se frotte les mains. Qui peut se féliciter, objectivement, hors de la Syrie, d'avoir occasionné la chute de l'ancien président? Alors, beaucoup de gens, justement, pensent qu'ils maîtrisent le grand jeu, qu'ils font le grand jeu, mais qui peut se féliciter? Parce qu'on a quand même entendu des déclarations. Est-ce que ces déclarations sont fondées? On a entendu Joe Biden qui s'est félicité et qui a expliqué que ce qui est arrivé, c'est un peu grâce à lui. On a vu Benyamin Netanyahou qui s'est félicité. Et Recep Tayyip Erdogan se félicite pas beaucoup, mais on voit l'effet de son action sur le terrain. Oui, alors d'abord, moi, j'aurais tendance à dire que celui qui n'a pas péché jette la première pierre et que celui qui a toujours été extérieur et, je dirais, clairement contraire au système Assad se réjouissent réellement. Tout le monde, tous les États, notamment ceux dont tu citais les princes il y a un instant, ont su tirer parti, bénéfice du système baathiste syrien. Netanyahou s'en félicite, mais il faut voir comment Israël n'a cessé de pilonner les positions hezbollahies et iraniennes en Syrie sans que le régime syrien ne lève le petit doigt. Hein. Et donc, Israël a su, depuis les accords sur le Golan, la médiation de Kissinger, c'est pas neuf, les lendemains de la guerre de 1973, a su faire de la Syrie une sorte de rempart et même d'espace dans lequel elle pouvait manœuvrer à sa guise. Et là, ça continue. Pardon ? Et là, ça continue, ça s'accélère. Et là ça, enfin, on ne sait pas si ça va continuer, mais en tous les cas, la pente semble être la même. Les États-Unis, qui dénoncent la dictature de Assad, ont pas mal pactisé aussi avec Assad père, Hafez, et Assad fils. La France avait d'excellentes relations avec la dynastie Assad. Moi, je me rappelle que Jacques Chirac était le seul chef d'État occidental
occidentales présents aux obsèques de Hafez el-Assad et avec un air profondément attristé et vantant les qualités exceptionnelles du Raïs. Et puis, je me souviens comment Sarkozy avait reçu Bachar el-Assad à Paris au moment de monter son Union pour la Méditerranée, avait été faire un voyage officiel à Damas également. On peut aussi noter que les pays du Golfe et le Royaume d'Arabie Saoudite, au départ, hostiles parce que le baasisme est très éloigné de leurs propres convictions, mais ensuite, peu à peu, réintégrer la Syrie dans la Ligue arabe et normaliser progressivement leurs relations. Donc, il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette réjouissance, là où tout le monde pactisait avec celui qui est tombé. Alors, il y a quand même un autre aspect peut-être plus sérieux dans la question que tu poses, qui est qui pourra tirer profit de ce nouvel ordre syrien. Bon, d'abord, il faudrait mieux connaître ce qu'est ce nouvel ordre syrien. Ensuite, la complexité de la situation fait que personne ne peut tirer un bénéfice total des effets d'aubaine qui se présentent. L'effet d'aubaine, c'est le changement de régime, mais réfléchissons. La Turquie est présentée par tout le monde comme le grand bénéficiaire, le grand gagnant. Oui, mais la Turquie va se retrouver face à face avec YPG, c'est-à-dire tout ce mouvement kurde qui défie la Turquie, qui occupe une partie du territoire et que Ankara ne cesse de combattre. Bon, combattre les Kurdes, est-ce que ça veut dire s'allier avec Damas? C'est pas si évident que ça, parce que la carte de Damas ne sera pas de livrer les Kurdes syriens à la Turquie. Donc la Turquie va être confrontée à des difficultés qui d'ailleurs rappellent l'histoire récente, parce qu'il y avait un moment où Erdogan et Bachar el-Assad s'entendaient très bien, dans la période qui a précédé le printemps arabe 2008-2011. Bon, les États-Unis effectivement espèrent que parce que l'Iran se trouve affaibli, parce que le Hezbollah se trouve affaibli, ils pourront réintégrer le jeu. Seulement attention, Monsieur Jolani, il sort d'Al-Qaïda, c'est-à-dire les acteurs du 11 septembre, et il ne faut quand même pas oublier qu'officiellement, ce mouvement qui a pris le pouvoir à Damas est toujours sur la liste des organisations terroristes dressées à Washington. Bon, on pourrait ainsi continuer. Qu'est-ce que la Russie va retirer de cette attitude ? Bon, qui est une attitude de défaite, mais Poutine a l'habitude des défaites, mais surtout qui ouvre une période d'incertitude pour les bases russes en Méditerranée, à Tartous pour la marine, Latakia pour l'aviation. On pourrait ainsi continuer. Israël, selon ses réflexes presque instinctifs, dès qu'il s'est passé quelque chose en Syrie, a sorti les muscles et a sorti les armes, a occupé une partie du Golan qui ne lui revient pas et a pilonné presque 500 fois les positions militaires en Syrie. Est-ce que c'est une bonne entrée en matière pour normaliser ses relations avec la Syrie? Est-ce que M. Jolani va jouer la carte israélienne, compte tenu que sa base de référence est une base islamiste, qu'il y a une proximité, il ne faut pas l'oublier, très forte entre le mouvement Hayat Tahrir al-Sham et le Hamas. Les deux mouvements étaient côte à côte pendant la guerre civile syrienne. Ce qui prouve d'ailleurs toute l'ambiguïté du jeu, parce que le Hezbollah était du côté de Assad et le Hamas était du côté des opposants de Assad. Donc quand on nous parle de front uni, d'axe de résistance et tout ça, on schématise beaucoup. Il y a des divisions très très fortes. Que ressortira-t-il de cette dynamique actuelle? Moi, je serais assez prudent. Je pense que finalement, ce qui fait le plus peur aux États, mais qu'ils n'avouent jamais, c'est la déstabilisation, c'est la remise en cause d'un ordre. Finalement, tout le monde, Théophile, s'était fait à l'idée
de la dictature de Assad. Tout le monde en tirait son parti. Maintenant, le château de cartes s'est écroulé, l'incertitude est absolue. Généralement, les gouvernements au pouvoir ont horreur de l'incertitude. Donc je pense que personne ne rit sincèrement dans cette affaire. Simplement, tout le monde veut dire, regardez, c'est moi qui ai tiré le meilleur bénéfice de l'affaire, c'est moi le nouveau maître de la région. Mais quand même, dans cette course à la puissance... on peut dire que cette course à la puissance, elle semble se faire sur le dos du fameux acte de la résistance, parce que d'un point de vue purement logistique, on peut dire que les chaînes d'approvisionnement du Hezbollah et donc de la résistance libanaise et donc du trollage entre guillemets d'Israël au profit des Palestiniens, en fait, ces chaînes logistiques, elles sont aujourd'hui brisées, plus ou moins brisées. Alors, il faut faire très attention à beaucoup de choses. D'un point de vue purement logistique, de chaîne logistique, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que le fameux ravitaillement du Hezbollah par la voie syrienne se trouve interrompu. Est-ce qu'il l'est définitivement? Est-ce qu'il l'est totalement? Ça, je me garderai bien, là aussi, de le dire. Deuxièmement, moi, j'ai jamais cru en la pertinence outre mesure de l'idée d'axe de résistance. L'axe de résistance, c'était quelque chose de très conjoncturel. Faut pas oublier. D'abord, il n'a jamais été proclamé comme tel par les acteurs. C'est, si ma mémoire est bonne, un journal et donc un journaliste libyen qui a inventé cette notion pour faire contrepoids à la notion très en vogue aux États-Unis à l'époque d'axe du mal. En disant, l'axe du mal, là, il y a l'axe de résistance, regardez comment la Syrie, le Hezbollah, l'Iran sont liés, etc. Bon, ça n'a jamais abouti à un pacte réel. C'était un pacte conjoncturel aussi, il ne faut pas l'oublier. On était à l'époque de l'effondrement de l'État irakien, l'époque de la mise en place de Daesh et de l'État islamique au Levant, donc qui couvrait le nord de la Syrie et l'Irak. L'Iran, comme la Russie, et pour des raisons totalement différentes, avait peur de cet axe parce qu'il était violemment anti-chiite, ça c'est pour l'Iran, et parce que, effectivement, il ne se reconnaissait pas du tout dans la tutelle russe. Donc il y a eu une sorte d'alliance de fait. L'erreur des gouvernements, et notamment du gouvernement iranien, c'est de ne pas avoir révisé ce jeu d'alliance qui était quand même très scabreux, qui n'était pas vraiment une alliance, ce jeu de coalition qui était vraiment très scabreux, et ils n'ont pas su l'adapter aux données nouvelles. Données nouvelles, c'est l'effondrement de Daesh, c'est un recentrement autour du conflit israélo-palestinien, ce qui aurait dû normalement conduire à la fin de cet axe, entre guillemets, auquel plus personne ne croyait, ni à Moscou, ni à Beyrouth, ni à Téhéran. Et je pense que si l'Iran, comme la Russie, n'ont pas levé le petit doigt pour défendre Assad, c'est parce qu'ils considéraient que le coût était trop élevé, que ça leur rapportait rien, et qu'en revanche, c'était une source ininterrompue de soucis. Donc il va falloir voir comment ces diplomaties vont se redéployer. Alors peut-être qu'elle pense déjà à un match retour, c'est-à-dire, ok, on a perdu le pouvoir central à Damas, mais rien n'est plus finalement fluide et meuble que des rébellions. Et au petit jeu des rébellions, on peut également se garantir des espaces de domination à l'intérieur de cette Syrie qui est grande, qui est composite et pesée comme les autres ont pesé avant nous. Je crois que tu as employé le terme tout à fait juste, que j'emploie moi-même très souvent pour parler de la nouvelle situation internationale, fluidité. C'est-à-dire, il n'y a pas de bloc. On n'est plus au temps de l'ami et l'ennemi. D'ailleurs, essayer de ranger les acteurs du Moyen-Orient en deux colonnes, les amis et les ennemis, on n'y arrive pas. Mais je crois qu'effectivement, les cartes sont complètement rebattues et face à cela, de nouveaux effets d'aubaine vont apparaître. Et effectivement, il faut voir que c'est le politique qui court derrière les sociétés et non l'inverse. C'est-à-dire l'évolution de la société, du système syrien va conduire effectivement les diplomaties à se réajuster et à essayer de coller aux forces qui, au sein de la société syrienne, semblent les plus efficaces. Je pense qu'on en est là. Donc, c'est
c'est imprudent de dire que tel ou tel est définitivement abattu. L'Iran a mal joué en Syrie, c'est évident. Dire pour autant que ce pays est abattu compte tenu de ce que sont ses ressources et ses connexions sociologiques en Syrie, c'est tout aussi absurde. Donc, en plus, à chaque pouvoir, c'est une nouvelle rancœur. On peut se dire qu'on va capitaliser sur les rancœurs de demain. Exactement, mais j'aime bien cette façon de présenter les choses parce que ce sont les vrais paramètres de relations internationales. C'est-à-dire, on construit sur des comportements sociaux et sur la manière dont ces comportements sociaux viennent se fixer dans les arènes politiques, et là, en particulier dans l'arène syrienne. Donc, rien n'est perdu. Tu penses qu'il serait peut-être trop imprudent de considérer que dans le système de dominos auquel on insiste apparemment, là, l'Iran va tomber dans quelques mois. Donc, le régime iranien va tomber comme le régime syrien est tombé. Ah bah bien entendu, peut-être tombera-t-il ce régime. Hein. Moi j'ai toujours dit qu'un régime autoritaire, il est autoritaire jusqu'au jour où il est renversé. Donc, et on l'a bien vu dans le cas syrien, comme on l'a vu dans d'autres cas en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Ça, c'est absolument évident. Et la théorie des dominos, c'était avant ça. C'est-à-dire à l'époque où finalement il y avait un tout petit nombre d'acteurs et que ce petit nombre d'acteurs décidait de l'évolution de l'entre-soi. Aujourd'hui, les acteurs, ils sont davantage décentralisés, donc les relations d'incertitude sont beaucoup plus fortes. Je ne dis pas, n'est-ce pas, que les politiques sont passifs, mais ce que je dis, c'est qu'il est très imprudent, très très imprudent, de faire deux colonnes, les vainqueurs et les vaincus, comme je l'entends sur toutes les ondes aujourd'hui. On est dans une situation de très grande fluidité et on est dans une situation où les États vont chercher à capter les aubaines qui dérivent de cette fluidité. Donc il faut attendre. Ce qui est intéressant, c'est que dans le profil de HTC ou HTS, Hayat Tahrir al-Sham, il y a de quoi pouvoir éventuellement satisfaire à peu près tout le monde. C'est-à-dire, il y a une filiation qui semble privilégier les États du Golfe et de la péninsule arabique, parce que cette filiation sunnite, post-salafiste, ou en tous les cas qui s'incarne dans cette culture. Mais il y a aussi une fibre nationaliste qui peut être récupérée par des mouvements qui sont moins enracinés dans l'islamisme classique. Il y a une fibre révolutionnaire qui peut intéresser quantité de mouvements qui se réclament d'une révolution au Moyen-Orient. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Et les Palestiniens, que deviennent les Palestiniens dans ce bouillonnement? Parce que quelque part, tout cela a été rendu possible quand même d'un point de vue de l'équilibre des forces par ce qui s'est passé, par les attaques sur l'Iran, par l'affaiblissement du Hezbollah. Donc les grands acteurs qui chantent leur amour pour les Palestiniens, les acteurs du Golfe, la Turquie, ont quand même capitalisé sur ce qui se passe en Palestine. Oui, enfin, moi je serais. Ils en ont profité. Oui, enfin, c'est pas évident parce que le conflit israélo-palestinien qui devient de plus en plus, hélas, le génocide palestinien, place ces pays dans une situation diplomatique extrêmement difficile et compliquée. L'Arabie saoudite qui pratique un peu le polyamour diplomatique, c'est-à-dire être bien avec à peu près tout le monde, a beaucoup de mal maintenant à concilier les contraires. Et les pays du Golfe, c'est à peu près la même chose, même si le Qatar est peut-être plus malin que les autres et en tire mieux son épingle du jeu. Bref, la situation de destruction de la Palestine et des Palestiniens n'est, je pense, une aubaine diplomatique pour personne, pour absolument personne. Sans l'écrasement de Gaza et sans la guerre tous azimuts de Netanyahou, on peut penser raisonnablement que ce qui s'est produit en Syrie ne se serait pas produit aussi facilement. Oui, je dirais peut-être davantage le conflit
israélo-libanais que le conflit israélo-palestinien. Oui, mais qui découle... Bien sûr, non, mais tout est lié. Mais je veux dire que moi, ce qui m'a frappé, et je ne l'aurais pas cru si on me l'avait dit au début de ce siècle, il y a une vingtaine d'années, c'est la totale indifférence de la Syrie et de la Syrie assadienne à l'égard de la question palestinienne. La totale indifférence. C'est des pays du monde arabe, si on accepte ceux qui ont signé... Quand il pleut, chacun cache sa tête, couvre sa tête. Il pleuvait sur la Palestine, il pleuvait un peu sur ce régime, il a peut-être pensé uniquement à sa survie. Oui, mais je pense que chez Assad, il y avait une cécité et une indifférence qui rejoignait parfaitement les indifférences que l'on voit ici en France, enfin des gouvernements d'Europe occidentale ou d'autres. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Je veux dire, vous avez des pays comme l'Algérie, par exemple, qui ont toujours, face à la question palestinienne, tenu un langage très clair, même si, évidemment, l'Algérie n'envoyait pas de troupes pour défendre la Palestine, qui, hélas, elle-même, la pauvre, n'existe pas. Mais chez la Syrie, il n'y avait même plus de discours. Alors qu'il faut se rappeler, 67, 73, bon, c'était des guerres israélo-arabes plus qu'israélo-palestiniennes, mais la question palestinienne était véritablement portée. Puis ensuite, le père Assad s'est retourné, on connaît Septembre Noir, et effectivement la manière dont il a laissé la Jordanie massacrer les Palestiniens. Merci Bertrand, et merci à vous de nous avoir regardés. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi sur les médias. Si vous avez apprécié cette émission et que vous souhaitez soutenir notre travail, alors que nous sommes, je le rappelle, en pleine campagne de fin d'année, nous encourageons à sauter le pas. Faites-nous un don défiscalisé à hauteur de 66% pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Abonnez-vous, devenez sociétaire du média en allant sur le mediatv.fr/soutien. Merci d'être à nos côtés dans notre mission d'information et restez connectés aux médias.